Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous parlerons de GenSight, DBV et Safe Orthopedics. Et pour l'interview, je recevrai Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Le journal des biotech, c'est parti. Et que serait un journal des biotech sans notre point d'actu avec Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Alors on commence par... J'ai l'impression que on fait un point sur DBV tout le temps maintenant. On vient de faire un petit point d'actu. Pourquoi cette fois-ci? C'est parce que Aimmune va avoir le verdict, c'est ça, de la FDA pour l'autorisation de mise sur le marché de son traitement. On attend effectivement dans les prochains jours le verdict de l'agence américaine. Donc Aimmune, c'est le concurrent direct de DBV, on en a parlé tout à fait. Bien longtemps. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois, peut-être même une bonne année, qu'il y a un bruit de fond négatif autour des Aimmune et de DBV, autour de cette nouvelle classe de médicaments émergente, qui n'est pas encore approuvée pour la désensibilisation des allergies alimentaires. On nous dit que l'efficacité n'est pas si forte que ça, désensibiliser quelqu'un à un gramme d'arachide, ça ne lui permettra pas. Exactement, ça lui permettra pas de remanger des cacahuètes. Donc à quoi bon se désensibiliser peut-être, pour des patients qui sont habitués à vraiment s'interdire tout contact avec l'arachide. Il y a donc du coup, par ricochet, des questions sur le prix, combien vont coûter ces médicaments, est-ce que vraiment la collectivité a intérêt à les rembourser. Est-ce que les médecins, les allergologues vont être intéressés par ces traitements? Eux, ils ont leur préparation maison dans leur cabinet. Ils préparent des allergènes dans des processus de désensibilisation. Voilà, donc il y a tout ce bruit de fond négatif. Pas mal de questions, Beaucoup de questions. Il y a un rapport de l'ICER, qui est un petit peu l'organisme indépendant, qui dit si les prix avancés par les laboratoires sont raisonnables, sont dans l'intérêt de la communauté ou pas. Nous, on pense que Aimmune a d'abord de fortes chances d'obtenir le feu vert de la FDA, puisqu'il y a eu l'advisory board, un conseil consultatif de la FDA, et qu'un feu vert de l'agence américaine va redonner un peu de bruit positif sur ce produit. On va commencer à se demander à quoi ça sert. Encore une fois, on est dans du nouveau total. Il n'y a rien aujourd'hui pour désensibiliser aux allergies alimentaires. Donc ça va... un bruit de fond positif, on va s'intéresser à cette maladie, on va se souvenir comme qu'il y a des millions de gens qui sont concernés, dont beaucoup d'enfants, notamment aux États-Unis, et on pense que DBV va par ricochet en profiter, d'autant que la société a quelques atouts à faire valoir par rapport à la sécurité de son produit. DBV qui a bien rebondi en bourse sur les 3 derniers mois. Alors effectivement, qui a déjà repris plus de 50% en 3 mois, mais c'est pas tellement lié à ça. En fait, ils l'ont fait malgré le bruit de fond négatif, parce qu'ils ont retrouvé un calendrier, on en a parlé, un calendrier fiable. Ils attendent le verdict au mois d'août. Ils ont un nouveau management, etc. Donc on pense qu'il y a encore du chemin à rattraper par rapport au niveau de valorisation qui était 2 fois supérieur en 2017. Bon. Tiens, autre biotech qui a fait l'actualité un peu malgré elle, il faut le dire. Et dont on parle beaucoup. Dont on parle beaucoup, GenSight, avec un article, je ne sais plus dans quel... Daily Mail. Dans le Daily Mail, avec un grand tirage. Un miracle, disons-le, patient qui dit qu'il a retrouvé la vue grâce à un traitement formidable d'une biotech française. Et donc on parle de GenSight. Le cours s'est emballé, puis c'est dégonflé. Les gens ont pu se demander, mais est-ce que c'est GenSight qui a communiqué là-dessus? Enfin, est-ce qu'on peut y voir un peu plus clair? C'est le cas de le dire. Alors effectivement, présenté comme un miracle dans ce quotidien à grand tirage populaire, on va dire. Voilà, populaire, pas tabloïd, mais enfin presque un peu sensationnel. Alors effectivement, la société elle a répondu. Le patient fait bien partie de l'essai clinique, donc de l'essai clinique Reflect qui est mené aux États-Unis. Alors lui, il vit au Royaume-Uni, mais il va prendre son traitement aux États-Unis, donc il fait bien partie de l'essai. Par contre, l'essai, lui, il est en double aveugle, donc impossible de savoir si le patient est dans le bras actif, c'est-à-dire traité sur les 2 yeux, ou dans le bras contrôle, c'est-à-dire traité d'un seul œil avec du placebo dans l'autre œil. Bon, ceci dit, on l'a vu dans les études européennes. Voilà, il y a une efficacité même quand on traite un seul œil avec le produit de ça peut se retrouver dans le deuxième. Voilà, la société n'est pas du tout à l'origine de cette communication, évidemment, elle n'en aura absolument pas le droit. Encore une fois, l'essai est en double aveugle, et le management nous a précisé que c'était effectivement des résultats importants. Ils n'ont pas été capables de les mesurer. La personne a simplement témoigné dans la presse, mais c'est pas quelque chose qui les étonne par rapport à l'efficacité qu'ils ont pu observer dans les 2 études européennes qui ont déjà été
été conclue avec plus de 70 patients au total. Donc les études de Rescue et Reverse en Europe. Il y a aussi des essais compassionnels, donc de produits est administrés à des patients hors essais cliniques, à la demande de médecins, etc. Donc ce n'est pas des choses, en termes d'efficacité, en termes de... la personne a fait du sport, a pu refaire du sport, mais ça c'est quelque chose qu'ils ont par exemple déjà observé avec un patient qui faisait du basket, qui avait dû arrêter à cause de cette cécité provoquée par la maladie de Leber, et qui, avec le traitement budgétaire, a pu refaire du sport. Voilà, on va revenir aux fondamentaux peut-être. Hein. Qu'est-ce qui nous attend côté calendrier? On sait qu'il y a cette autorisation temporaire d'utilisation en France, donc peut-être déjà un chiffre d'affaires qui va avoir cette année, et puis on attend aussi un dépôt de demande d'autorisation sur le marché, c'est ça, cette année? Je crois pour avoir le timing un petit peu en tête, c'est qu'en septembre, la société va déposer la demande d'autorisation de mise sur le marché pour son produit. En Europe? Voilà, en Europe, auprès de l'agence européenne. Donc ce sera en septembre. Entre-temps, ils publieront une méta-analyse donc des 2 études européennes que je viens de mentionner. Ça, ce sera dès le mois de février. Alors, ce sont des données déjà connues. Très bientôt, mais en fait, dans une méta-analyse, on peut dégager pas mal de statistiques, on peut dégager pas mal de choses, d'autant que ces 2 études, on s'en souvient, elles ont été compliquées à décortiquer, compliquées d'analyser leurs conclusions. Donc ça, ce sera un point important peut-être pour les investisseurs, pour les scientifiques. Et puis voilà, en septembre. Et puis aux États-Unis, on aura les résultats de l'essai américain, dans lequel ce patient britannique participe. Donc ça, ce sera au premier trimestre 2021. Sachant que l'autonomie financière de Gensight, ça ne dépasse pas 2020, donc on va vraiment être concentré sur le déroulé d'une discussion réglementaire avec les autorités européennes jusqu'au mois de septembre. Et peut-être, vous en avez dit 2 mots, les ATU, autorisation temporaire d'utilisation. Donc il y a plusieurs patients qui sont en queue, qui attendent de pouvoir se voir administrer. 700 000 € le traitement. Le management n'en parle pas beaucoup, ils sont discrets, comme toujours, c'est une ATU, mais ça peut représenter un chiffre d'affaires significatif pour Gensight, peut-être repousser de quelques mois l'autonomie financière de la société. On en verra peut-être un peu plus, on y verra peut-être un peu plus clair, peut-être au résultat semestriel, sur est-ce que ça représente un chiffre d'affaires intéressant. Bon, mais c'est quand même plutôt encourageant, moi je trouve, pour Gensight. Et on avait envie de terminer par Safe Orthopedics, petite medtech dont on parle pas forcément beaucoup, et pourtant avec là aussi une solution innovante. On rappelle des kits en polymère innovants, enfin très résistants, qui permettent de faire la chirurgie du rachis, c'est ça? Et qui, voilà, exactement, qui viennent en fait un polymère qui permet de se substituer aux métaux qui sont utilisés, notamment pour les instruments. Donc ils ne sont pas toujours disponibles, etc., etc. Et là, on a quelque chose sur étagère, on prend et hop, c'est tout de suite disponible. Voilà, vous l'avez bien résumé. La promesse de Safe Orthopedics, c'est gagner du temps à l'hôpital, limiter les risques infectieux en utilisant des instruments à usage unique, dans des polymères super résistants plutôt que dans du métal, et puis on les jette après, et on a moins d'infections nosocomiales, on perd moins de temps à stériliser, etc. Parcours compliqué pour Safe. Voilà, depuis l'introduction, c'était en 2014, parcours même très compliqué, c'est une medtech qui s'est littéralement effondrée. Alors au début, ils avaient une stratégie de vente directe aux États-Unis, ils ont fait marche arrière dès 2016 avec nouveau management, et puis nouvelle stratégie, donc vente directe sur quelques marchés. Bon, ce qu'on constate, alors on constate que ça commence à porter ses fruits. Ils ont dégagé une croissance de 35% en 2019. Ils attendent autant, un rythme de croissance similaire cette année. Les analystes attendaient plus, donc ils estiment que c'est une prévision voilà, raisonnable. On n'est pas en train de survendre l'histoire. Quelques marchés clés. Bon, la France et l'Allemagne, où il y a un potentiel de rattrapage, c'est-à-dire structuration. Des marchés qui marchent bien au Royaume-Uni et au Japon. Peut-être un retour aux États-Unis en 2020 avec un partenaire, donc quelque chose de plus réaliste, encore une fois, que de faire de la vente directe et de dépenser des millions pour embaucher des commerciaux là-bas. Donc on a quelque chose qui est sur les rails. On a déjà une progression du cours de 70% là, ces 3 derniers mois, mais on partait de très très loin. Donc nous, on estime qu'il y a un potentiel important, 2 millions d'euros de valorisation boursière pour cette société. C'est pas énorme. Voilà, il y a des risques. J'imagine que c'était votre question, Laurent. On va aussi parler d'autonomie financière, j'imagine. Exactement. C'est une société qui a une autonomie financière extrêmement faible, puisqu'ils avaient moins d'un demi, il y avait un demi-million d'euros de trésorerie en début d'année. Ils ont une ligne d'OCAPSA, donc d'obligations convertibles, 10 millions d'euros. Ils estiment que ça suffit pour atteindre l'équilibre opérationnel en 2022. C'est quand ça ? 2022. C'est
ambitieux de leur part. Il y a quand même un risque assez important qu'ils aient besoin de lever des fonds d'ici là. Entre-temps, oui. Donc ça, c'est la partie risque. Après, voilà, une partie opportunité qui est liée à la croissance du chiffre d'affaires par rapport à la valorisation. Il y a aussi peut-être un autre levier, c'est celui d'une opération de consolidation. C'est que le paysage de la medtech française, notamment dans la chirurgie du rachis, est atomisé. On n'a que plein de de toutes petites acteurs, boîtes. Est-ce qu'on pourrait avoir, avec des acteurs comme ça, qui enfin trouvent un rythme commercial convaincant, une dynamique de croissance convaincante, faire l'objet d'une opération de consolidation. Je sais quelle forme elle pourrait prendre, mais en tout cas, c'est un vrai sujet pour la medtech française. Et la condition, c'est qu'on ait des sociétés qui reviennent sur les rails de la croissance. C'est le cas pour Safe. Donc, voilà, ça, c'est une carte à jouer et encore du potentiel malgré la hausse des derniers. Et bien voilà, Safe Orthopedics. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Bonjour, et je reçois sur le plateau Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Bonjour. Bonjour. Alors, Nanobiotics, société qu'on connaît bien et un petit peu particulière au sein de cet univers des biotech. Vous avez une approche un petit peu différente puisque Nanobiotics va combattre le cancer avec des nanoparticules, un produit qui va améliorer l'efficacité de la radiothérapie. Je l'ai à peu près bien expliqué. Oui, c'est bien ça. Et ce qui nous différencie fondamentalement du reste du secteur, c'est qu'on a une approche physique par rapport à une approche qui souvent est biologique ou chimique. Le fait d'avoir cette approche physique nous permet d'avoir un mode d'action qu'on pourrait qualifier d'universel et donc techniquement de pouvoir détruire n'importe quel type de cellule cancéreuse qui est susceptible de recevoir de la radiothérapie. Aujourd'hui, la radiothérapie, c'est combien de pourcentage des gens traités ? Ça concerne à peu près 60% de tous les patients qui ont un cancer. Donc c'est des millions de patients chaque année qui reçoivent de la radiothérapie dans le monde. Alors votre produit NanoX-Ray, c'est une particule inerte d'hafnium qui mesure 50 nanomètres, si je ne me trompe pas. Un mécanisme, vous l'avez dit, un mécanisme qui est physique, énergétique. Quelque part, vous le dites aussi, un profil d'effet secondaire et d'efficacité prévisible, reproductible, à la différence de toutes ces composés biologiques qui sont développés par les biotech. Alors, quelque part, ma question est un petit peu provocatrice. Le produit, il marche à tous les coups, il détruit la tumeur à tous les coups. C'est ça l'avantage d'une approche physique ? Ce qui est clair, c'est qu'avec un mode d'action physique, on a un aspect prédictible qui est beaucoup plus important qu'avec une approche biologique où on ne sait pas, par exemple, si le patient va exprimer la cible ou la cellule va exprimer la cible, alors que dans un mécanisme physique, on n'a pas besoin de cible. On envoie un rayon pour détruire avec de l'énergie cette tumeur. Mais maintenant, il faut aller au-delà de détruire une tumeur. Ce qui est important pour un patient, c'est non seulement d'avoir sa tumeur qui est détruite, mais c'est de pouvoir mesurer un bénéfice de cette destruction de la tumeur, comme la survie, comme la progression, ou la survie sans progression, comme la qualité de vie, ou tous ces éléments tangibles qui font qu'un produit a de la valeur médicale. Alors, NanoX-Ray est développé, est en cours d'essais cliniques dans un grand nombre de cancers, en combinaison avec la radiothérapie, avec la chimiothérapie, parfois aussi dans certains cas, on y reviendra plus tard, avec des produits d'immunothérapie. L'enjeu aujourd'hui, la démonstration des essais cliniques, c'est quoi ? Parce qu'on sait que ça marche, on sait qu'on envoie un rayon, ça amplifie l'effet du rayon, ça détruit la tumeur, ça c'est un phénomène universel. Donc l'enjeu de la démonstration clinique, c'est lequel aujourd'hui ? C'est ce qu'on a un peu fait avec le sarcome des tissus mous. L'idée était de pouvoir démontrer que ça marche. Et c'est ce que l'on a fait, puisque la phase 3 a été un succès. On vient récemment de la publier dans le Lancet Oncologie. Vous avez démontré la réduction de la taille de la... Alors, on a démontré qu'en ajoutant les nanoparticules à la radiothérapie, dans un essai contrôlé, randomisé, on avait beaucoup plus d'efficacité en détruisant beaucoup plus de tumeurs chez beaucoup plus de patients quand on ajoutait les nanos à la radiothérapie. Donc ça montre que le mécanisme d'action marche. Et c'était important parce que c'est la première fois dans le monde que l'on montre que ce nouveau type d'approche marche. Maintenant, ce qu'il faut, si on veut avoir une valeur médicale établie importante et aussi un remboursement important pour ces produits-là, il faut démontrer que le produit a une valeur médicale forte. Et en oncologie, tout ça passe, ou la plupart du temps, par une augmentation de la survie sans progression ou une augmentation de la survie moyenne des patients. Et ça, c'est très critique et important. Et c'est pour ça qu'on développe dans le cancer tête et cou, dans le cancer du foie. Donc c'est tout l'enjeu, en fait, vous l'avez dit un petit peu, de ce recrutement de patients pour cette phase 3 dans le cancer de tête et cou, c'est montrer, au-delà de l'efficacité sur la réduction de la tumeur, cette fois-ci, le bénéfice pour le patient, la meilleure survie. C'est ça. Quand on a une tumeur tête et cou dans cette zone et que cette tumeur grossit, si on n'arrive pas à la contrôler, le patient va mourir d'une invasion locale de cette tumeur. D'avoir un contrôle local de cette maladie, non seulement pour améliorer la qualité de vie, puisqu'on peut à la fois boire, parler, respirer une fois qu'on a réduit cette tumeur, mais aussi un contrôle durable de cette tumeur permet d'augmenter la survie chez le patient. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer
dans cet essai clinique de phase 3. Et c'est ce qu'on a commencé à voir aussi dans cette phase 1 que l'on a déjà publiée. Et on devrait avoir très très bientôt, puisqu'on a quasiment terminé le recrutement de notre phase d'expansion, des premiers résultats sur des patients supplémentaires dans les cancers tête et cou. Question d'un peu de béotien, mais on pourrait se dire que si on réduit la tumeur, forcément on augmente la survie, non? C'est pas là aussi mécanique presque? Alors, dans beaucoup de cas de cancer où le problème est lié à l'invasion locale de la maladie, oui, on doit avoir cette corrélation entre le contrôle local et la survie des patients. Après, il y a d'autres cas de cancer où non seulement le patient a une tumeur locale, mais aussi des métastases. Et là, on a d'autres sujets, il faut à la fois traiter localement et de façon systémique. Et c'est pour ça que pour ces patients-là, on utilise souvent des combinaisons avec de la chimio ou de l'immuno, qui fait partie d'un autre programme que l'on développe aussi. Alors, il y a beaucoup d'autres indications en cours. Le foie, le pancréas, la prostate, des combinaisons avec les immunothérapies dont vous avez parlé. Quelles sont les priorités aujourd'hui pour Nanobiotix, au-delà du cancer tête et cou, pour lequel vous attendez de premiers résultats cette année? Voilà, quelles sont les priorités et les enjeux à chaque fois de la démonstration? Vous avez commencé à en parler notamment pour les combinaisons avec l'immunothérapie. Si on veut résumer un petit peu notre stratégie, il y a une nouvelle phase dans le sarcome qui permettra de donner aux patients l'accès aux produits. Donc on a tout un programme qui est en place maintenant et qui va bientôt démarrer. La focalisation de toute notre énergie sur les cancers tête et cou pour démontrer le plus vite possible une augmentation du bénéfice clinique pour les patients à travers les différents essais. Donc là, le critère principal de l'essai, c'est la survie. C'est la survie et la survie sans progression, qui sont deux critères hyper importants en oncologie. Et ça, aux États-Unis, en Europe et en Asie. C'est important de développer aussi aux États-Unis, puisque l'essentiel des investisseurs US vont regarder les développements aux États-Unis, puisque c'est là qu'ils considèrent, à juste titre, que le plus gros marché est. Et c'est pour ça que notre essai, non seulement est en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et pour finir, l'expansion. Une fois qu'on a montré dans tête et cou que ça marche, l'idée c'est de pouvoir en parallèle avoir beaucoup de faisabilité dans différentes indications pour montrer, une fois que la valeur médicale est établie, que ça peut marcher partout et donc de permettre un déploiement gigantesque de cette technologie à travers le plus grand nombre d'indications possibles. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de partenaires avec qui on travaille, Pharma Engine, mais aussi le MD Anderson, qui est en charge de 9 essais cliniques dans différentes pathologies. Alors justement, un mot sur ce partenariat. Le MD Anderson, c'est un des principaux centres de recherche en oncologie aux États-Unis. C'est un peu l'équivalent de l'Institut Curie, mais plus important évidemment à l'échelle de ce pays. Vous avez 9 essais en cours avec eux. Il y a plusieurs centaines, je crois 400 patients. Il y a un programme de co-développement, peut-être en partie de cofinancement. Quel est l'enjeu de ce partenariat avec le MD Anderson? L'enjeu, c'est l'avenir du traitement du cancer. Si le MD Anderson, qui est l'un des centres principaux dans ce monde et vraiment des centres les plus innovants dans le monde, a décidé de prendre NBTXR3 comme produit et de l'installer dans un certain nombre d'essais cliniques, c'est parce qu'il pense que ça fera partie des prochaines révolutions qui vont changer la donne pour l'ensemble des patients qui ont un cancer. Oui, Pierre-Louis, non? Alors peut-être juste une question complémentaire. On a bien compris que l'enjeu, c'était démontrer la survie. Peut-être un mot sur l'enjeu des essais qui vont associer NBTXR3 avec les immunothérapies. Vous en avez dit 2 mots sur les métastases. Qu'est-ce que vous allez chercher à démontrer? Vous n'allez pas traiter toutes les métastases avec des rayons. C'est de l'intratumoral, vous n'allez pas mettre le produit dans chacune des métastases. Quel est l'enjeu un petit peu scientifique, médical qui est derrière? L'enjeu, c'est de prolonger ce qui existe déjà, qui montre que quand on ajoute de la radiothérapie dans un certain nombre d'essais en combinaison avec des checkpoints, on améliore, mais de façon marginale, l'efficacité des produits, des checkpoints, et on améliore le nombre de patients qui peuvent répondre. Dans l'ensemble des essais précliniques que l'on a menés, on voit très bien qu'en ajoutant R3, notre produit, à la radiothérapie, non seulement on amplifie tous les phénomènes classiques liés à l'immuno et à la radiothérapie, mais on en déclenche certains que la radiothérapie seule ne peut pas déclencher. Donc notre idée, c'est des patients qui sont réfractaires aux checkpoint inhibitors, ce qui compose quand même la majorité des patients qui reçoivent des checkpoint inhibitors, c'est d'ajouter ce produit et de pouvoir déclencher une réponse immunitaire supérieure et donc d'augmenter le nombre de répondeurs. Par la mort des cellules tumorales, c'est ça? C'est ça. En fait, la tumeur, pour beaucoup de patients, elle est cachée. Donc le système immunitaire ne la voit pas. Donc il faut la détruire d'une certaine façon pour envoyer un certain nombre de signaux au système immunitaire pour qu'il commence à reconnaître la tumeur, s'équiper pour l'attaquer et attaque cette tumeur, mais aussi l'attaque d'un point de vue systémique, donc les métastases présentes chez le patient. Donc on détruit la tumeur dans laquelle on a injecté le produit et on va doper l'efficacité du système immunitaire pour attaquer toutes les métastases. Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, le fait qu'on puisse, comme ça, reproduire un petit peu ces résultats. Ça veut dire que potentiellement, si la survie est démontrée dans tête et cou, on pourrait avoir des études cliniques
peut-être beaucoup plus rapide dans les autres indications par la suite? Oui, ça va être un gros sujet de réflexion cette année, c'est comment, une fois qu'on a démontré que ça marche dans un cancer comme le cancer tête et cou, en démontrant des bénéfices importants pour les patients, comment est-ce qu'on l'amène le plus vite possible à l'ensemble des autres patients qui pourraient en bénéficier. Donc on vous en dira un petit peu plus dès que tout ça. Mais il y a l'idée qu'on pourrait valider presque tout le pipeline derrière de Nanobiotics si ces résultats-là étaient positifs, quoi. Alors on verra comment on y va, mais ça fait partie des idées, oui, effectivement. Justement, quels sont les grands rendez-vous là qu'on va regarder quand on est investisseur à 12-18 mois? Bon, on a déjà des rendez-vous beaucoup plus courts que 12-18 mois, puisque d'ici la fin février, on va commencer à socialiser tout notre programme sur Head & Neck à travers un meeting qui est très important à Scottsdale, en Arizona, où on va avoir tous les membres qui travaillent sur les cancers tête et cou, oncologistes médicaux, chirurgiens, radiothérapeutes, sur cette pathologie-là, où on va commencer à expliquer comment est-ce qu'on avance dans cette pathologie et montrer les premiers résultats qu'on appelle Real World Evidence. Comparer en gros ce que l'on a montré déjà dans nos phases 1 par rapport à ce qui se fait ou par rapport au traitement habituel des patients et leurs résultats par rapport à la radiothérapie seule. Donc on va commencer à montrer de nouveaux résultats de ce côté-là. Ensuite, on a cet été les premiers résultats de cette phase d'expansion. Et le démarrage, dès que la FDA nous donnera le go de notre phase randomisée, notre phase 3 aux États-Unis et en Europe. Dans le cancer tête et cou. Dans le cancer tête et cou. Donc on a un programme qui non seulement va nous amener vers le marché aux États-Unis dans le cancer tête et cou, mais avec plein d'éléments qui devraient dérisquer au fur et à mesure de ce développement. Alors, vous disposez actuellement d'une autonomie financière d'environ 1 an. Quelle va être, première question, votre stratégie financière au-delà de 2020 et à partir aussi de quelles données et de quels résultats vous allez pouvoir vous appuyer peut-être pour trouver des ressources au-delà de 2020? Il est clair que la définition de notre programme pour les États-Unis attire maintenant un certain nombre d'investisseurs américains. Donc on verra par la suite comment est-ce qu'on structure éventuellement de nouveaux tours de table avec l'aide de ces investisseurs importants. Maintenant, pour l'heure, ce qui est important pour nous, c'est de délivrer quelques milestones et on espère bien de faire monter la market cap, même si on ne peut jamais le prévoir, parce qu'on est assez sensible à la dilution du titre pour nos actionnaires et pour nous, parce qu'on est chez nous tous actionnaires. 3 mois, ça rebondit un petit peu le cours de... Oui, mais on est loin de là où on était et probablement loin de là où on devrait être. Mais c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir beaucoup d'influence. Maintenant, on travaille tous les jours pour avancer le produit et au final, c'est ce qui compte, c'est les fondamentaux. Et tout ça se retrouvera à la fin dans le cours de bourse. Alors, il y a les investisseurs financiers. Est-ce que l'option, la possibilité d'un partenariat industriel, d'un accord de licence sur une indication, un programme est aujourd'hui sur la table? Ou est-ce que peut-être l'industrie est encore difficile à convaincre? Est-ce que vous avez une autre stratégie? Non, jusqu'à maintenant, on s'est dit, et pour de justes raisons, qu'il fallait attendre avant de pouvoir partager le gâteau avec l'industrie pharma. Maintenant, on pense qu'on a suffisamment avancé le développement du produit, et notamment du côté de l'immuno, pour commencer à envisager des partenariats avec l'industrie. Il prendrait quelle forme alors du coup? C'est toujours le même produit, c'est toujours NBTX R3. Donc quelle forme pourrait prendre? Ce serait un accord de licence sur une indication, sur un produit combiné? Comment on peut imaginer les choses? Vous verrez. Vous reviendrez nous l'expliquer? Probablement. Bon, merci beaucoup Laurent Lévy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce journal des biotech est désormais terminé. À très bientôt pour une prochaine édition.